Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Frey. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soit à l'issue d'un concert que vous avez donné à Bucarest, dans le cadre de ce prestigieux festival Enesco de Bucarest. Vous étiez avec l'orchestre de la radio roumaine, magnifique orchestre dans ce lieu étonnant qui est ce site de la radio de Bucarest. C'est la première fois que vous veniez à ce festival, David Frey? C'est la deuxième fois que je viens au festival Enesco et la première fois c'était déjà dans cette salle, effectivement. Et c'était pour quel répertoire Si ma mémoire est exacte, c'était pour le concerto de Schumann, vous voyez, un répertoire un peu plus... C'est le répertoire dans lequel on vous connaît mieux, David Frey, parce que moi je vous avais interviewé il y a des années, c'était à propos d'un disque magnifique consacré à Franz Schubert. Et là, j'étais très curieux de venir à ce concert, notamment pour le plaisir de vous écouter, mais aussi parce que vous interprétiez cette deuxième symphonie, Age of Anxiety, de Leonard Bernstein, qui est une œuvre assez étonnante, parce que je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle symphonie et pas concerto pour piano, alors que le piano a quand même une place centrale, et en même temps, vous l'avez donné d'une manière très intimiste, jamais ostensible. David Frey, on a l'impression que c'était presque une version chambriste que vous avez donnée. Le but, c'est ça, c'est vraiment d'essayer effectivement de faire un peu comme de la musique de chambre. C'est une symphonie parce qu'effectivement, le piano, malgré son rôle très protagoniste et très prépondérant. Une partition très difficile quand même. Oui, et sa présence à peu près constante, mais et comme une partie de l'orchestre quelque part, il doit quelque part dialoguer, comme vous l'avez dit, d'une manière chambriste avec l'orchestre. Et ce n'est pas un concerto dans le sens où le concerto a parfois ce côté un peu vaniteux, où l'œuvre est là pour mettre en valeur le soliste. Là, c'est pas ça. C'est vraiment une œuvre totale dans laquelle le piano a un rôle majeur, mais il fait partie de la masse orchestrale en un sens. Oui, mais en même temps avec une difficulté pianistique très importante. Oui, c'est une œuvre assez exigeante. Ce qui est exigeant aussi, c'est la mise en place, parce que rythmiquement, c'est assez complexe et c'est vrai qu'il y a le swing qu'il faut trouver dans l'avant-dernière partie qui s'appelle The Mask. Et donc ça demande des qualités assez larges, un éventail de couleurs, de potentialités, oui, qui est vaste. D'ailleurs, cette dernière partie, moi j'ai entendu certains de vos confrères la jouer de manière un peu plus ostensible, et vous justement il y avait une intimité, justement vous n'avez pas cherché à frimer avec ce mouvement qui est jazzistique. Pour qui connaît un peu l'œuvre littéraire qui a inspiré cette œuvre de Hawden, donc William Hawden, The Age of Anxiety, c'est sombre. En fait, ça n'est pas du tout le Bernstein de West Side Story ou ce genre de choses auxquelles les gens peut-être sont habitués de sa part. Donc c'est une œuvre très profonde qui a une sorte de montée vers une forme de lumière dans son épilogue, mais en même temps, comme son titre l'indique, c'est une œuvre tourmentée, une œuvre qui a des abîmes en elle, en fait. Donc la jouer d'une manière clinquante, ça me semblerait pas tellement adapté à ce que l'œuvre porte et au long poème de Hawden qui l'a fait naître. Et c'est une œuvre qui faisait partie de votre répertoire? Pas du tout. Non, c'était même assez surprenant que je m'attelle à une œuvre comme celle-là, mais l'occasion s'est présentée récemment, je dois dire, avec l'Orchestre de Paris et Marine Alsop, qui est une chef que j'apprécie beaucoup, avec laquelle j'ai déjà collaboré, qui m'avait proposé cette pièce. Évidemment, avant de dire oui, j'ai quand même regardé un peu ce que c'était, voir si je me sentais capable de la défendre convenablement. Et la pièce m'a plu vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'en plus de la faire pour la première fois avec Marine Alsop, qui était elle-même une élève de Leonard Bernstein, c'était quand même une chance. Donc on a fait ça à l'Orchestre de Paris au mois d'avril dernier. Et là, c'est donc en fait la deuxième fois que je la joue. Et on espère qu'on va vous réécouter souvent dans cette œuvre. Je comprends pas pourquoi c'est une œuvre qui est... Bon, il y a la difficulté de cette œuvre, il y a les percussions, rythmiquement c'est très difficile, mais enfin, on peut pas dire non plus que le troisième de Rachmaninoff ou le deuxième de Brahms soient des œuvres faciles non plus, David Frey. Non, mais ce sont des œuvres que les orchestres ont l'habitude de jouer. Donc je veux dire, ils sont un peu sur une autoroute avec ces œuvres-là malgré tout. Là, ça demande quand même un travail et une écoute particulière. Et puis un chef aussi qui ait vraiment envie de défendre cette musique, parce que c'est le genre de musique, si vous n'y croyez pas vraiment,
ça peut facilement tomber à plat. Oui, alors en fait, moi j'écoutais cette œuvre et puis moi j'ai un tel plaisir à écouter cette œuvre. Je me disais, Bernstein a quand même un truc, c'est que dès qu'on écoute une note de Leonard Bernstein, on a envie de connaître la suite. Il y a un sens du récit. Cette musique, c'est pas seulement le charme. Il y a quelque chose, quoi. Il prend l'auditeur quand même. Non, ça vient aussi de sa manière d'écrire qui, rythmiquement et harmoniquement, crée une vraie tension en fait. Y compris dans des mouvements lents comme The Dirge, là, dans cette pièce-là, il y a toujours une tension, effectivement, qui vient peut-être de ce sens du rythme qu'il a, mais aussi de son intensité, lui, propre, comme interprète et comme personne, vraisemblablement. Alors, on vous connaît, David Frey surtout, moi je vous connais, excusez ce préjugé, mais comme interprète de Bach, Schubert, Mozart, vous êtes pour moi très lié à ce répertoire, donc je suis très curieux de vous écouter dans ce répertoire très très différent, dans lequel vous aviez l'air tout aussi à l'aise. C'est quoi, c'est une nouvelle, c'est pas orientation, mais c'est... Disons que je suis à un moment de ma vie où j'ai peut-être envie, quand les occasions m'intéressent, de prendre, si ce n'est des risques, mais en tout cas de faire preuve d'un peu plus peut-être de curiosité en fait. C'est vrai que mon goût et mon éducation à la base me poussent vers le répertoire germanique et ça c'est une chose qui ne bougera pas. Je pense que c'est vraiment constitutif de ce que je suis comme musicien. Mais... en même temps, je crois que c'est Jacques Rouvier et d'autres qui vous ont guidé vers ce répertoire. C'est pas seulement Jacques Rouvier, parce que Jacques Rouvier c'était mon maître et il a eu un rôle très important effectivement, mais c'est aussi, je pense, des histoires de goût tout simplement qui étaient forgées aussi par mon environnement familial, dans lequel la culture germanique était très présente. Donc je pense que ça a beaucoup joué. Ce qui s'est passé, c'est que quand Marine Alsop me l'a proposé, elle me l'a dit après l'avoir joué à l'Orchestre de Paris, elle m'a dit je voulais un interprète plutôt classique, comme tu l'es, pour défendre ce type-là d'œuvre, justement. Elle voulait pas aller dans la facilité de trouver quelqu'un qui peut-être était plus habitué à de la musique plus moderne, ou voilà. Elle voulait une forme de classicisme pour cette œuvre-là, ce qui, à mon sens, est plutôt juste, parce que finalement, je pense que si vous commencez à jouer une musique comme celle-là d'une manière un peu débraillée, là, ça ne marcherait pas. Oui, c'est ça qui était passionnant dans votre interprétation, que moi j'ai adoré. C'est justement une sorte de classicisme, même d'emblée. Enfin, les accords au début imposent un climat presque classique. À la fin, on pense au Stravinsky de l'Oiseau de Feu. Enfin, j'ai pensé avec cette fin orchestrale. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que la fin, il y a ces phrases poétiques que vous jouez au piano. Puis après, l'orchestre va enchaîner de manière comme la fin de l'Oiseau de Feu, une gradation vers le spectaculaire. Voilà, et puis vous parlez mieux que moi. Et puis, à la fin, vous plaquez cet accord, c'est très étonnant. Qui est une sorte de rappel que le piano existe, parce que c'est vrai qu'il aurait pu laisser finalement toute cette fin seulement à l'orchestre, mais le piano donne l'impulsion pour le dernier accord de l'orchestre. Justement, là aussi, pour montrer leur symbiose vraiment totale. Le but de Bernstein dans cette œuvre, ça a été vraiment, à mon avis, de faire en sorte que le piano soit un élément organique du tissu orchestral et de l'œuvre. Vraiment. Alors oui, on pense aussi à la 4e symphonie de Chimanovski. Il y a quelques œuvres comme ça où le piano, c'est pas des œuvres concertantes, mais où le piano est... Vous savez, même les concertos de Brahms, en un sens, sont des œuvres qui ont pu être assimilées à des symphonies avec piano obligé. Hein. Oui, donc il y a plusieurs manières d'écrire un concerto. Il y a le côté, alternance, une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'orchestre et le piano. Et puis il y a des gens qui, au contraire, ont essayé vraiment de mêler un peu les deux éléments dans la structure même de l'œuvre. En même temps, David Frey, on connaît vos interprétations des concertos de Mozart, dont vous avez enregistré certains au disque. Donc là aussi, on n'est pas dans le concerto démonstratif, on est en concerto presque opératique. Le concerto démonstratif, finalement, on l'assimile à quoi? Peut-être au grand concerto romantique, peut-être du 19e siècle. Mais enfin, déjà à l'époque de Mozart, si on va par là, le but était quand même aussi un peu de mettre en valeur la virtuosité de l'interprète. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on comprend par virtuosité. C'est plutôt ça, je dirais, l'enjeu, en fait.
Et alors, cette deuxième symphonie de Bernstein, on en parlait hors micro, David Frey, il y a un enregistrement, un des grands enregistrements, c'est Christian Zimmermann avec Bernstein qui dirige. Vous, quand vous préparez comme ça une œuvre, comme Marina Alsop vous demande de préparer cette œuvre, comment ça se passe? Vous prenez la partition en faisant abstraction de tout ce que vous pourriez écouter la version quand même que le compositeur lui-même dirige est quand même un précieux adjuvant. Après, je pense qu'il faut malgré tout essayer de se laisser porter par la partition, par ce qu'elle vous inspire. Donc il faut peut-être ne pas trop écouter, quelles que soient les versions, et aussi légitimes et importantes ou historiques soient-elles. Il faut quand même essayer de faire son propre parcours. Hein, le but quand même, et je pense que Bernstein lui-même aurait souhaité ça, que chaque interprète arrive quand même à se frayer un chemin personnel, respectueux de ce qu'il a écrit bien sûr, mais quand même d'apporter... Que chaque interprétation puisse apporter quelque chose de neuf et d'original. Vous parliez de West Side Story, c'est un peu sa tragédie, son boléro de Ravel, quoi. C'est des œuvres qui cachent la forêt. Oui, ou Candide, des choses comme ça, qui ont effectivement, qui l'ont catégorisé, disons, dans un type de musique qui finalement ne lui ressemblait pas tellement, en tout cas pas d'une manière exhaustive du tout. Parce que si vous regardez Kaddish, toutes ces œuvres-là qu'il a écrites, c'est des œuvres plutôt... On est loin du musical, hein, en fait. Hein. Donc, alors là, donc je vous retrouve à Bucarest, qui est quand même un haut lieu de la musique. David Frey, vous dites que c'est la deuxième fois que vous êtes venu à ce festival UNESCO. C'est quand même un des festivals très prestigieux de musique dans ce pays qui est quand même empreint d'une tradition musicale extraordinaire. Puis quand on pense aux pianistes roumains, que ce soit de Dinu Lipati, Clara Askin ou Radu Lupu, c'est des pianistes qui ont bercé votre jeunesse ou alors oui, inopportunément sur ce terrain-là. En tout cas, particulièrement Clara Askin et Radu Lupu, oui, beaucoup. Après Dinu Lipati, c'est aussi un interprète que j'admire énormément, mais ce qui était très proche de mon cœur, c'était vraiment Askin et Lupu, effectivement. En plus, Radu Lupu, j'ai eu la chance de le rencontrer à quelques reprises. C'était une personne absolument merveilleuse, qui correspondait en tout point à l'humanité et à la grandeur d'âme que son jeu pouvait porter, en fait. Mais vous avez pu discuter avec lui, parce que pour nous, ça restait quelqu'un de très très mystérieux. On voyait, Moi, on le voyait apparaître sur scène. J'ai eu cette chance-là, peut-être de dîner une ou deux fois avec lui, etc. C'était quelqu'un en plus, c'était quelqu'un, je dois dire, de très généreux et de très encourageant avec la jeune génération. C'était quelqu'un qui n'avait absolument pas de sens de son statut ou d'icône ou non, pas du tout. Il était très il était d'une humilité non feinte, on va dire. Et moi, j'étais vraiment toujours heureux surtout de l'entendre, évidemment, mais aussi de passer un peu de temps les rares fois où j'ai pu le faire, parce que c'était quelqu'un qui... vous savez, quand on rencontre de grands artistes, parfois on est parfois déçus. Et là, c'était quelqu'un qui n'était jamais décevant, parce qu'il était vraiment à la hauteur de ce qu'il communiquait dans son jeu. Alors je vous voyais dans ce concert que vous avez donné, où vous jouiez cette deuxième symphonie de Bernstein, j'allais dire High Anxiety, non, The Age of Anxiety. J'avais donné le titre d'un film de Mel Brooks, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça commence par la clarinette. Il y a un climat de clarinette, climat très très mystérieux. Et puis, je vous voyais regarder la partition. En fait, votre partition, elle comportait la partie de piano et une part. Comment ça se passe, cette partition? J'ai les deux parties. J'ai une réduction de la partie d'orchestre et ma partie à moi. Oui. Oui. Et donc, je suis effectivement tout ce qui se passe, évidemment. Ça, c'est très particulier ou c'est habituel, ce genre de partition? D'habitude, je joue les concertos sans partition, mais pour une œuvre comme celle-là, effectivement, oui, bien sûr. C'est mieux d'avoir la partition sous les yeux. Et de toute façon, là aussi, on revient à ce titre de symphonie. Quand vous jouez une œuvre comme celle-là, il faut quand même essayer de connaître la partie d'orchestre du mieux possible. C'est peut-être ça la différence avec certains autres concertos où le soliste peut être, je dis pas qu'il doit l'être parce qu'à mon avis il doit pas l'être, mais peut être un peu sur ses rails et on pense que diligemment l'orchestre et le chef doivent le suivre. Là il y a quand même une idée de quelque chose qui doit vraiment s'interpénétrer entre les deux.
En tout cas, le résultat était formidable. Au risque de vous faire rougir, mais c'est pas grave, parce que comme c'est enregistré. Donc, David Frey, juste, on évoquait ce répertoire plus habituel dans lequel on vous connaît, Schubert, Mozart, les grands classiques, et Bach quand même, qui a l'air d'avoir une place centrale chez vous. Y a quoi? Il y a deux types de répertoires, parce que là, vous disiez que c'était Marina Alsop qui vous avait proposé cette œuvre, puis que vous êtes en train de posséder cette deuxième symphonie de Bernstein. Il y a les répertoires que vous avez avec vous depuis toujours, et les répertoires comme ça, qui sont comme des nouveaux amis. On n'a pas le même rapport, parce qu'il y a des œuvres qui sont avec vous depuis oui, bien sûr. Que vous retrouvez de manière récurrente. Oui, et c'est vrai que les œuvres qu'on apprend plus tard, il y a des avantages et des inconvénients, à vrai dire. Parce que l'avantage, c'est que on apprend les œuvres à un moment où on est déjà un peu plus mûr comme pianiste et comme artiste, donc peut-être avec moins de défauts que les œuvres qu'on a appris quand on était jeune et où il y avait pas mal de scories. Après, le désavantage, c'est que elles sont moins intégrées, disons. Hein. Elles n'ont pas le passif qui peut être quelque chose quand même d'utile et de positif, qui est une sorte de familiarité comme ça. Et ça, vous savez, on ne sait pas maturer une interprétation en accéléré. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai que certaines œuvres que je joue depuis que j'ai 20 ans, quand je me présente sur scène, j'ai l'impression de retrouver une vieille connaissance. Quand c'est des œuvres nouvelles, et ça peut être aussi un avantage, quelque part, il y a peut-être une sorte de fraîcheur et d'excitation à rencontrer quelqu'un qu'on connaît moins. Voilà. Et alors, c'est quoi ces œuvres qui vous accompagnent depuis toujours, qui pour vous sont indispensables, dont vous ne pourriez jamais vous passer? Il y en a tellement. Avec orchestre, vous voulez dire? Non, des œuvres pour piano seul, ou répertoire dans lequel on vous connaît. C'est vrai que les œuvres de Schubert en particulier. C'est ça que je voulais. Oui, ça, ce sont des œuvres qui m'ont intéressé, vous amener à dire, parce qu'on a l'impression que c'est un répertoire qui vous est auquel vous êtes complètement lié. Schubert, c'est peut-être quand je dis retrouver un vieil ami. Schubert, c'est peut-être le répertoire dans lequel je me sens le plus à mon aise. Ça ne veut pas dire que j'y suis meilleur que les autres, évidemment pas, ou que j'ai une légitimité supplémentaire, mais simplement je me sens proche de cette musique-là et je ressens une forme de familiarité et de joie aussi, tout simplement, à la jouer, parce que j'ai l'impression d'être à ma place quand je la joue. David Frey, juste un mot pour finir. Quand je vous ai abordé pour cette interview, donc c'était à l'issue de ce concert avec une œuvre qui doit être quand même bien épuisante, mais enfin toutes les œuvres doivent être épuisantes, de toute façon à la fois de tension physique et tension intellectuelle et sensitive. Et vous citiez un mot de Rubinstein que je ne connaissais pas, en disant on est plus fatigué avant qu'après. Oui, c'est qu'on a un journaliste, je crois, un jour demandé à Bernstein, mais maître, est-ce que à Rubinstein, maître, est-ce que vous êtes fatigué après les concerts? Et il a eu cette réponse que je trouve tout à fait juste. Il a dit avant les concerts toujours, après les concerts jamais. C'est-à-dire, après les concerts, on est chargé d'une adrénaline qui met un peu de temps à retomber en général. Et avant les concerts, on a parfois une forme de fatigue qui est liée au fait que le corps peut-être se met en veille pour sauvegarder l'énergie qui va ensuite se déployer sur scène. Mais alors c'était particulier parce que c'était un concert à 13h. Donc oui, c'est un drôle d'horaire, je dois dire. C'est pas la tension que vous pouvez avoir quand vous donnez un concert à 20h ou 20h30. Oui, c'était un horaire un peu étrange. Oui. Mais bon, il y a une telle profusion de programmes dans ce festival UNESCO que... Et alors que par exemple, juste quand vous devez donner un récital ou vous jouez avec orchestre ou en musique de chambre, à 20h, qu'est-ce que vous faites dans la journée En général, j'essaye de... Il y a des rites Oui, en général, la journée est bien organisée d'une manière assez précise, à savoir qu'en fin de matinée ou vers midi, je vais à la salle pour essayer le piano, travailler. Et en général, l'après-midi, je dors. C'est ça qui se passe. Voilà. Ben là, on ne vous a pas laissé le temps. Donc là, j'ai pas pu, effectivement. Bon, je vais vous laisser vous reposer après, David Frey. En tout cas, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste David Frey, entretien au cours duquel nous avons beaucoup évoqué la figure de Leonard Bernstein, je vous propose d'écouter ce dernier jouer au piano le concerto en sol de Maurice Ravel. Et Leonard Bernstein, en génie qu'il était, dirige également du piano l'Orchestre national de France. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre. Bonne fin de soirée sur RCJ.